La trésorerie est revenue un peu en permanence comme un gros point de douleur et de stress, mal géré, souvent sur Excel. Et donc on s'est dit qu'il y avait la place pour plein de raisons pour créer un bel outil pour venir retirer une épine du pied sur ce sujet. Au-delà du nombre de clients qu'on accompagne, on est assez fiers d'avoir su faire évoluer la solution, en monter en gamme. Au fur et à mesure que le temps avance, on est capable d'adresser les problématiques de boîtes qui sont de plus en plus sophistiquées. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast dédié aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant marketing vidéo. Et si vous êtes un SaaS que vous voulez avoir plus de leads sans avoir plus de trafic sur votre site, eh bien, ça peut être l'occasion de faire une vidéo de présentation sur votre site. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description. Je suis aujourd'hui avec François, le fondateur d'Okimia. Salut Anthony. Merci de m'accueillir dans tes locaux. Merci à toi. Déjà, est-ce que tu peux rappeler un peu ce que fait la solution Okimia pour donner un petit peu de contexte ? Avec plaisir. Donc Okimia, qui est le nouveau nom de la société qui s'appelait anciennement Figure. On est une société fintech spécialisée depuis un peu plus de 5 ans maintenant dans la gestion de trésorerie pour les PME. Et donc en particulier, on développe un SaaS de pilotage de trésorerie qui a vocation à donner une vision passée, présente, future sur la trésorerie de nos clients PME. Ok, ça marche. Alors, ça cible quel type de boîte en particulier ? Il y a peut-être un ciblage en fonction de la taille de l'entreprise ou d'un secteur d'activité ? Ouais, tout à fait. Alors, le secteur, pas vraiment, parce qu'on considère que la gestion de trésorerie, c'est un sujet qui est universel et qui doit être traité quel que soit le secteur, le modèle économique. En revanche, on essaie de se focaliser avant tout sur des PME qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on va monter sur nos plus gros clients, sur des sociétés qui font jusqu'à 100, 150 millions à peu près. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a embarqué dans cette aventure ? Est-ce que tu avais monté d'autres boîtes avant ? C'est ton premier bébé d'entreprise ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Ouais, c'est la première. Ok. Moi, avant de monter Figure, qui est devenu Okimia, il y a un peu plus de 5 ans, je travaillais en finance. Je faisais plus précisément de la banque d'affaires chez HSBC. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'entreprendre. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC, je suis sorti en 2017. Et j'avais depuis, je ne vais pas dire depuis toujours, mais depuis au moins l'école, l'envie d'entreprendre. J'étais intéressé par la finance, c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière là-dedans. Et du coup, au moment où j'ai voulu me lancer, c'est assez naturellement qu'on s'est orienté avec mon associé Geoffrey, qui est un ami d'enfance, sur les sujets fintech. Et après, on a une approche très pragmatique d'essayer de comprendre sur le tissu PME en France quels étaient les sujets qui étaient créateurs de douleur pour les dirigeants, directeurs financiers. La trésorerie est revenue un peu en permanence comme un gros point de douleur et de stress. Mal géré, souvent sur Excel. Et donc, on s'est dit qu'il y avait la place pour plein de raisons pour créer un bel outil pour venir retirer une épine du pied sur ce sujet. Ok, génial. Bon, si ça fait 5 ans, c'est qu'il y a quand même un vrai marché à exploiter. Oui, je confirme. Et alors, dans les débuts, est-ce que tu as hésité à te lancer ? Est-ce que ça a pris du temps ? Ça allait vite, au moins dans la prise de décision ? Dans quel état d'esprit tu étais dans les débuts ? Non, on n'a pas trop hésité à se lancer parce que c'était une envie qu'on avait tous les deux avec Geoffrey depuis longtemps. Comme je disais, l'un et l'autre, on se connaissait depuis 25 ans, enfin, on se connaît depuis toujours. Donc on savait qu'on ferait une bonne équipe tous les deux, on savait qu'on était alignés sur les sujets qui nous intéressaient. Et après, on a eu une démarche très... faut y aller quoi. Faut y aller et puis on va apprendre en faisant. Mais c'est seulement en y allant qu'on va avancer. Donc on n'a pas hésité. On a eu la chance, entre guillemets, d'identifier du premier coup un sujet sur lequel on a pu rester. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui pivotent et ça peut prendre plusieurs mois, voire parfois plusieurs années. Nous, on a directement mis le doigt sur le sujet sur lequel on allait travailler pendant de nombreuses années. Donc ça nous a fait gagner du temps, mais je pense aussi parce qu'on a accepté de perdre ce temps-là au début à prendre facilement quelques semaines, voire quelques mois à discuter avec des DG, des DAF, comme je disais, essayer de comprendre leurs problématiques pour voir comment on pouvait, nous, derrière, créer les bonnes solutions.
Ok. Et alors, du coup, par rapport aux premiers clients, comment vous les avez trouvés? En fait, vous leur avez proposé d'être un peu bêta-testeurs et puis rapidement, ou dans la suite logique, ils sont devenus clients. Comment vous avez opéré? En fait, du coup, ça s'est fait assez naturellement parce que on a eu cette approche très terrain d'aller interroger des PME sur leurs problématiques en matière de gestion financière. La trésorerie est ressortie comme un sujet. On a commencé à construire la première version, les premières versions de Figure à l'époque. Et du coup, assez naturellement, comme le développement n'a pas pris hyper longtemps sur les premières versions, ça a pris quelques semaines, quelques mois, Hmm. on a pu revenir voir ces mêmes personnes et leur dire bah, vous nous aviez décrit un problème, voilà une première ébauche de solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour avoir un feedback complet, on a vraiment tenu à essayer de faire payer ces gens-là parce que je considère qu'il y a vraiment deux niveaux de feedback. Il y a le feedback d'encouragement de ouais c'est super, vous êtes sur la bonne voie Hmm. et le feedback de oui je commence à être prêt à payer et du coup avoir les exigences d'un client payeur. Donc on est rentré dans une démarche commerciale très rapidement avec ces gens-là et on a eu la chance d'en convertir dès le premier mois, dès la première version assez rapidement et depuis on n'a fait que itérer sur cette base-là, travailler main dans la main avec nos premiers clients, en ajouter d'autres et ainsi de suite pour améliorer la solution qui du coup naturellement est pas mal montée en gamme sur les 5 dernières années. Ok, génial. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez eu pour le coup la chance d'avoir des clients qui vous ont rapidement fait confiance, d'avoir le positionnement pas parfait, mais en tout cas bien ancré dès le début. Donc ça fait gagner du temps, ça donne confiance Ouais, aussi, j'imagine. ouais, complètement. Et alors, en 5 ans, j'imagine, il y a aussi eu malheureusement des écueils, des difficultés. C'est quoi un peu les grands challenges que tu retiens et comment tu les as vécus intérieurement? Parce que quand on est entrepreneur, ça tourne H24 dans la tête. Ouais, ouais, complètement. Je pense que les deux plus grosses difficultés qu'on a eues, c'est les sujets de financement d'une manière générale. On est sur un marché enfin, comme on l'a dit, on fonctionne bien, on trouve assez facilement des clients parce que les problématiques qu'on adresse sont universelles. Toutes les PME doivent gérer leur trésorerie. Du coup, on est sur un marché qui est quand même relativement concurrentiel. Mm. Il y a beaucoup de fintech B2B qui font du SaaS depuis 5-6 ans. Et du coup, pour lever des fonds, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a eue, sachant que nous, on ne voulait pas forcément lever des montants gigantesques. On trouvait ça assez sain de lever des montants raisonnables et d'essayer de trouver un modèle hybride entre Bootstrap et Mm. grosse levée de fonds VC. Parce que ça nous oblige à maintenir un modèle économique stable. Mais pour autant, les levées de fonds ont toujours pris un peu de temps parce que marché concurrentiel et du coup gros point de challenge de la part des investisseurs sur le sujet de la concurrence. Donc ça a été la première difficulté, je dirais. La deuxième, c'est faire grandir l'équipe. Aujourd'hui, on est 25 personnes chez Okimia. Il y a un vrai travail pour construire une équipe saine de 25 personnes, recruter, onboarder, etc. Ça prend beaucoup de temps, de l'énergie, ça coûte de l'argent aussi évidemment. Mais c'est un vrai actif sur lequel on peut se reposer, sur lequel on peut capitaliser derrière pour accélérer. Donc il faut accepter de passer par des phases où bah ouais, on va un peu moins vite que ce qu'on pourrait si on restait à staffing égal, mais Mm. parce qu'on cherche à poser la marche pour monter d'un cran. Après, effectivement, c'est bien de poser les bases sainement plutôt que d'aller trop vite et après que le Oui, château s'écroule trop complètement, rapidement, malheureusement. complètement. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu cette philosophie de ne pas vouloir lever des montants gigantesques parce que on pense que ça peut pousser au vice de vouloir aller trop vite et du coup de faire toutes les erreurs qu'on fait quand on veut aller trop vite. Le fait d'avoir levé des montants plus raisonnables nous a obligés à chaque étape maintenir un modèle économique hyper sain avec notamment des métriques d'acquisition qui sont saines, LTV, CAC, etc. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui nous met en bonne posture par rapport à d'autres acteurs de notre écosystème qui ont pu lever beaucoup plus d'argent, mais qui peuvent se retrouver malheureusement en difficulté. Yes, ok, ça marche. Et alors, en 5 ans, ça a été quoi pour toi la décision la plus difficile à prendre? Est-ce que c'était au niveau
justement un peu de la partie financière? Est-ce que c'est la partie plus managériale de cette équipe qui a grossi depuis les débuts ou est-ce que c'est dans un autre domaine? Ouais, alors des décisions à tous les niveaux, on en prend de tous les jours en permanence. Parmi les décisions difficiles, la question en elle-même est difficile. Non, je dirais que sur les sujets humains, c'est un truc qui est jamais facile, c'est de devoir se séparer de certaines personnes. Et évidemment, en 5 ans, et pour monter à une équipe de 25 personnes, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc ça, c'est des choses qui sont pas évidentes parce que voilà, on travaille avec les gens, on crée quelque chose humainement avec eux et parfois, malheureusement, ça ne le fait pas ou ça ne le fait plus et il faut l'accepter. Voilà, avec le temps, on apprend à le gérer, à désacraliser. C'est pas parce que la relation professionnelle ne marche pas ou plus que tout le reste doit être mis en cause. Et donc, voilà, mais c'est vrai que les premières fois, c'est pas forcément ce qu'on préfère faire en tant que dirigeant. Voilà. Ok. Non mais je comprends, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi du job, mais c'est pas confortable. Exactement. Et alors par contre, sur le côté plus succès, accomplissement, c'est quoi dont tu es le plus fier à date depuis la création? Ben, d'une manière générale, enfin, la réponse est un peu générale, mais je pense qu'on est assez fiers avec Geoffrey, mon associé, d'avoir construit une belle boîte qui a su, sans discontinuer en 5 ans, toujours faire de la croissance saine, avec une équipe qui a suivi le mouvement, qui a su grandir en conséquence. Et du coup, aujourd'hui, on est hyper fiers à la fois d'avoir, je crois qu'on a quasiment 3000 clients PME, et parmi ces clients, d'avoir des très belles boîtes, des très belles références. On bosse avec des Duralex, des Tupperware, on bosse avec le Toulouse Football Club. Donc voilà, on a des très belles, des très beaux logos clients qu'on est content de pouvoir accompagner. Et donc au-delà du nombre de clients qu'on accompagne, on est assez fiers d'avoir su faire évoluer la solution en montée en gamme, puisque historiquement on adressait des plus petites structures. Aujourd'hui, nos plus gros clients, comme je te disais, ils font plus ou moins 150-200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est une fierté parce que nous, on vient, comme on dit, on vient du métier, on vient de la finance. Donc, c'est assez satisfaisant pour nous de se dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, on est capable d'adresser les problématiques de boîtes qui sont de plus en plus sophistiquées. Et puis c'est challengeant aussi, ça veut dire que ça va vers des problèmes à résoudre de plus en plus sophistiqués, complexes. Donc, c'est un beau challenge aussi, quoi. Tout à fait. Et alors au niveau de votre marketing, j'aimerais bien un petit peu creuser, savoir voilà, comment vous faites votre acquisition client. Je sais que vous faites pas mal de vidéos dans différents formats. Il y a la partie témoignage client, il y a des tutos, il y a des webinaires. Donc j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ça pour qu'on comprenne comment vous faites votre développement au quotidien. Ouais, nous historiquement, comme on a adressé des plus petits clients, des petites PME, on a rapidement mis en place pas mal de canaux d'inbound marketing, du SEO, du SEA et même plus globalement du paid sur Google, Google Ads, Microsoft et sur ce qu'on appelle du paid social, donc sur les réseaux sociaux Meta, LinkedIn. Ça a été le gros de notre acquisition pendant longtemps. On a diversifié ensuite en ajoutant une stratégie de contenu assez fournie avec notamment pas mal de vidéos, comme tu le disais. Et là maintenant, depuis 2 ans maintenant qu'on essaie de se concentrer beaucoup plus sur des PME qui font au moins 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va beaucoup plus capitaliser, enfin en plus en tout cas, sur notre équipe commerciale qui est composée, sur 25 personnes. Aujourd'hui, on a 10 personnes dans notre équipe commerciale qui va prendre contact directement avec nos clients cibles, donc principalement des DAF de PME. En donc prospection. Tout ça, ouais, c'est ça. Et donc tout ça va vraiment se compléter parce que tu vois, les gens qu'on prospecte, en général, on les prospecte pas complètement à froid. On prospecte des gens qui ont assisté à des webinaires, qui ont téléchargé un contenu, des gens qui nous suivent sur les réseaux. Donc c'est des gens qui ont déjà directement ou indirectement entendu parler de nous et ou marqué un intérêt pour ce qu'on fait.
Yes, ok. Alors, c'est quoi le canal? Est-ce qu'il y a un canal qui marche mieux qu'un autre ou c'est un peu le cumul de tout ça qui fait que ça fonctionne bien? Ouais, c'est difficile. On a toujours envie en tant que marketeur de vouloir isoler une ligne qui marche mieux que Mm. les autres. La réalité, c'est que aujourd'hui, en tout cas sur un produit comme le nôtre, où la vente, sans être hyper complexe, elle est pas non plus, elle se fait pas en un point de contact. En fait, il faut multiplier les points de contact, à la fois au niveau marketing et au niveau commercial. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut que le prospect nous ait vu au moins 3-4 fois, voire parfois une dizaine de fois en ligne sur différents médias, LinkedIn, Meta, ils ont été retargetés sur de la vidéo, ils ont fait des recherches sur Google, etc. Et ensuite, commercialement, pareil, multiplier les points de contact. Enfin, là, c'est vraiment notre stratégie commerciale où on fait un premier rendez-vous de compréhension des besoins, de présentation de la solution, puis ensuite on va creuser plus spécifiquement avec les différents interlocuteurs et si pertinent, faire une proposition et rentrer dans une phase de négociation. Donc en fait, si tu mets tout ça bout à bout, tu peux avoir entre 10 et 20 points de contact, Ouais, ça entre fait des points de assez long. contact marketing plus digitaux et des points de contact sales plus humains. Mm. Donc ça fait pas mal de choses et c'est le tout qui assure la cohérence de notre cycle de vente. Ok, génial. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi les fonctionnalités phares qui sont plébiscitées par les clients et quelles sont voilà, les nouveautés, les projets pour l'avenir? Alors, nous, historiquement, Okimia, on est un logiciel de pilotage de trésorerie. Donc, c'est vraiment, je te le disais tout à l'heure, avoir une vision passée, présente, future sur le cash. On va se connecter aux différents points de données, en général les banques et les ERP pour récupérer les flux de facturation client-fournisseur. Et à partir de là, on va faire redescendre cette donnée-là dans Okimia pour automatiser le suivi passé-présent, les projections court terme et donner la possibilité à l'utilisateur de faire des projections plus moyen terme. Donc en général en trésor, on va rarement au-delà de 6-12 mois de projection. Ok. Donc ça c'est notre socle de base et où là-dessus notre concurrent principal c'est Excel. On vient digitaliser le fichier Excel de suivi qui pour plein de raisons devient très complexe à maintenir à partir d'un certain niveau de boîte. Ouais, ça peut être vite le chaos et pas très sexy aussi. Ouais, c'est ça, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, il y a beaucoup de flux, ça bouge tout le temps. Il y a Ouais. des décalages, on se fait avoir, ça génère plus de stress qu'autre chose. Et donc, on préfère transférer cette charge-là à un outil automatisé comme Okimia qui va faire plus automatiquement et plus précisément les choses et Mm. consacrer le temps qu'on a consacré à la gestion financière vraiment à l'analyse, la lecture de la donnée et le fait de prendre les bonnes décisions derrière tout ça. Et derrière, donc, les fonctionnalités plus récentes qu'on a ajoutées et qu'on continue à ajouter, c'est justement des fonctionnalités de mise en action. C'est-à-dire, j'analyse ma donnée grâce à ce dashboard de pilotage et ensuite, à partir de là, j'enclenche des actions qui peuvent être des actions de placement de ma trésorerie excédentaire. On propose des produits qui permettent d'allier rendement et liquidité, ce qui est assez rare sur le marché, c'est-à-dire placer des montants excédentaires sur des horizons qui peuvent être très court terme pour vraiment faire fructifier chaque euro qui peut l'être au niveau de la société. Et derrière, on permet également d'embarquer tout le flux de paiement sortant, c'est-à-dire permettre de payer les fournisseurs, les salaires, etc. directement depuis la plateforme Okimia. Évidemment, c'est un lien direct avec le pilotage de trésor puisque le timing de décaissement de mes paiements a un impact direct sur mes positions de trésorerie actuelles et futures. Et donc ça, c'était hyper plébiscité par nos clients de pouvoir, sur la plateforme sur laquelle ils pilotent leur trésorerie, orchestrer l'ensemble de leurs paiements sortants. Ok, super. Et alors, pour clôturer cet échange, c'est quoi un peu l'ambition pour, je sais pas, les prochaines années? Qu'est-ce que vous avez en tête actuellement? Alors, il y a pas mal de sujets, évidemment. Il y a le sujet paiement est encore tout récent chez nous, donc on veut continuer de le développer. On a pas mal de premiers clients qui sont activés dessus et évidemment, ça amène plein de demandes de fonctionnalités supplémentaires sur lesquelles on tient à être hyper réactif pour pouvoir suivre nos clients dans leurs problématiques. Le deuxième gros sujet, c'est le sujet IA. Évidemment, on veut intégrer encore et toujours plus de l'IA dans le produit, notamment
intégrer un agent conversationnel qui permet de déclencher des actions sur la plateforme ou en dehors de la plateforme à partir d'un agent qui est intégré dans Okimia et permettre également à nos utilisateurs de brancher un MCP Okimia à des agents externes type Claude, OpenAI, etc. Donc ça, c'est un gros projet à part entière. Et après, pour boucler la boucle sur les sujets trésor, aujourd'hui, on permet de piloter, placer, payer. La dernière brique qui nous manque, c'est permettre à nos clients de financer leur trésorerie à court terme. Et ça, c'est une brique qu'on voudrait rajouter pour avoir vraiment l'ensemble des actions qui peuvent vouloir être initiées par un DAF de PME en matière de trésorerie. Notre ambition, c'est vraiment d'être une plateforme complète. On se dit, sur la trésorerie, le réflexe, c'est Okimia, je sais que je vais pouvoir lire, analyser et me mettre en action, quelle que soit l'action que je vais entreprendre. Ok, génial. Ça donne beaucoup d'enthousiasme, j'imagine, de bosser sur ces projets-là. Complètement. Je ne sais pas si pour clôturer, tu as un dernier petit mot à partager ou dire aussi où on peut vous retrouver. Non, ouais, pour nous retrouver, LinkedIn, je pense que c'est le plus adapté. On publie pas mal, à la fois sur le compte d'Okimia, sur mon compte personnel, où on livre pas mal d'analyses, notamment pour les gens, les DAF ou toute personne qui s'intéresse au monde de la finance dans les PME. On publie pas mal de points de vue, de méthodes, par exemple comment intégrer l'IA dans ses process, etc. On publie énormément de choses là-dessus. On anime j'anime moi personnellement un podcast où j'interviewe des DAF de PME qui s'appelle Le Nerf de la Guerre, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou n'importe quelle plateforme d'écoute. Là pareil, c'est énormément de retours d'expérience de personnes qui gravitent dans l'univers finance de PME et qui normalement doit être utile à toute personne qui veut continuer à progresser sur ces sujets-là. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil et puis cet échange. Ravi d'en savoir plus sur Okimia. Rendez-vous pour un prochain épisode. Et puis, si vous êtes un SaaS, que vous n'avez pas de vidéo, contactez-moi pour voir comment je peux vous aider avec le lien en description. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci Anthony.